Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag, ce rendez-vous consacré à l'interview santé. Et j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Kamel Mansouri, DG de l'Agence nationale du médicament, ou plutôt l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, la ANPP. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On reviendra avec vous sur l'actualité sanitaire de cette semaine, en l'occurrence le lancement de la production du vaccin anti-Covid en Algérie par l'unité Saïdal de Constantine, et ce à la faveur d'un partenariat avec le Sinovac, le partenaire chinois. On parlera également avec vous, professeur, du développement de l'industrie pharmaceutique, ce secteur indispensable pour l'acquisition du savoir, mais aussi pour la garantie de notre sécurité sanitaire. Bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Alors les premières fioles, professeur Mansouri, les premières fioles du vaccin anti-Covid sont sorties mercredi de l'unité Saïdal de Constantine. Vous y étiez. L'Algérie a finalement mis le pied dans la production des vaccins. Il y a de quoi être fier aujourd'hui. Heureusement, c'est une étape qui a été concrétisée pour la première fois dans la vie du médicament en Algérie. C'est quelque chose qui est venu suite à l'instruction de Monsieur le Président de la République, et avec des efforts colossaux au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc il y a une commission qui a été mise en place depuis maintenant plus de 4 mois, qui a piloté plutôt toute la préparation en matière de la mise en place de l'unité de production, en matière des contacts avec le partenaire chinois, et en matière de la mise en place aussi des différentes techniques d'évaluation et de contrôle de qualité de ce produit. Ce qui fait, il y avait des équipements à rajouter à l'unité, des équipements de contrôle, il y avait des qualifications d'équipements. Il y avait de la formation du personnel. L'unité existait déjà. Ce n'est pas un investissement nouveau. L'unité de Constantine existait déjà, mais elle était à l'arrêt parce qu'au départ, elle était destinée à produire de l'insuline, absolument. Oui, exact. Et donc, elle a été adaptée à la production du vaccin. Bon, c'est vrai que quelque part, il y a une certaine expérience acquise par le groupe Saïdal dans l'injectable stérile, ce qui a aidé aussi à développer avec cette rapidité. Mais sauf qu'il y a eu quand même 4 mois de formation pour les différents intervenants, et on a impliqué aussi tous les secteurs, y compris l'université, l'Agence nationale de l'ANPP et l'Institut Pasteur. Nous avions avec nous aussi un représentant du ministère des Affaires étrangères qui a aussi boosté les contacts avec le partenaire chinois et accéléré ces contacts et accéléré justement les démarches. Oui. Est-ce qu'on peut savoir justement, aujourd'hui ce projet est présenté comme un modèle pour le développement de l'industrie pharmaceutique d'une manière générale. Quelle a été votre contribution, vous, en tant qu'agence? Quel a été votre rôle précisément, c'est-à-dire le rôle de l'ANPP? Oui, d'abord, ce vaccin a été déjà mis sur le marché algérien. Il est toujours sur le marché dans le cadre de l'importation par l'Institut Pasteur d'Algérie. Donc son dossier, déjà, nous le connaissons, nous l'avons déjà évalué au niveau de toutes ses facettes par les experts de l'agence. Et puis, nous avons accompagné le groupe Saïdal dans le cadre de cette commission pour la mise en place des techniques de contrôle, principalement. Dans un premier temps, nous avons contrôlé nous-mêmes pour le compte de Saïdal dans le cadre de l'accompagnement, essentiellement sur les paramètres de l'activité, la pureté et la teneur en antigène. Et puis, dans un deuxième temps, c'est sur les protocoles de stabilité, principalement, sur les protocoles qui permettaient la qualification de la stérilité des installations. Et nous avons aussi participé avec l'équipe chinoise qui était venue pour visiter l'unité et échanger avec eux sur le plan technique. Donc c'était principalement un accompagnement technique de la part de l'agence. Oui, il faut dire que l'agence, l'ANPP, est une agence quand même jeune. Oui. C'est une agence jeune qui a été créée en 2017, c'est ça? 2015. 2015, d'accord, oui. Je pensais que c'était en 2017. Vous avez
Néanmoins, vous avez quand même des nombreuses missions qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Vous avez un rôle d'homologation, un rôle de réglementation. Vous avez également, vous êtes responsable aussi quelque part sur la garantie de la sécurité sanitaire. Vous avez un rôle également et un regard sur la nomenclature des produits pharmaceutiques remboursés ou pas. Donc finalement, vous avez de multiples missions. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'à un moment donné, vous en avez parlé dans les médias, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de travailler? Est-ce que vous pouvez réellement remplir toutes ces missions? Est-ce que vous avez les effectifs également? Parce qu'il y avait également un problème d'effectifs. Où en est aujourd'hui la situation de l'ANPP? On va dire que depuis la création de l'agence en 2015, c'est vrai qu'il n'y avait pas de moyens, on va dire assez de moyens. En 2019, l'agence a absorbé le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques avec les effectifs et les moyens. Oui. En parallèle, nous avons eu accès à une subvention conséquente, ce qui a donné une nouvelle relance, je vais dire, de l'agence et adapté l'effectif aux nouvelles missions de l'agence. C'est vrai qu'il y a toujours à parfaire, il y a toujours des effectifs, il y a toujours des compétences à recruter, il y a toujours des formations à faire, il y a toujours d'autres moyens financiers. Mais actuellement, nous avons déjà commencé à prendre en charge les différentes missions selon une approche assez rationnelle. Et nous avons pris toutes les missions. Donc l'inspection en matière de BPF a été déjà prise en charge. Le contrôle de qualité qu'on a reconduit parce qu'il existait déjà au laboratoire national. L'enregistrement des médicaments, aussi toutes les équipes ont été mises en place, ils travaillent à pied d'œuvre. Et ils prennent en charge aussi le passif qu'on a hérité depuis maintenant 3 ans. L'homologation, pareil, on l'a lancée puisque avant, elle n'existait pratiquement pas. C'était l'homologation de tous les dispositifs qui sont sur le marché, sans parler du contrôle de l'information médicale, sans parler de la participation à l'édition des différentes formulaires, des nomenclatures, nomenclature des médicaments, nomenclature des dispositifs médicaux. Les prix aussi, vous avez un regard aussi sur... des prix, absolument. Oui, les commissions ont été installées, comité économique, commission d'enregistrement, commission d'homologation, qui se réunissent actuellement de manière régulière et on avance de plus en plus dans la mise en place de ces activités. Je n'oublierai pas de rappeler qu'il y a aussi beaucoup de textes ont été publiés par rapport à l'activité et à l'exercice de l'agence. Ce qui fait maintenant aujourd'hui, donc, vous avez les moyens de travailler. Si on doit conclure, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de travailler? Oui, il y a des moyens pour travailler, mais ça reste à parfaire. Parce que, oui, voilà, bien parce sûr. que j'insiste sur cette question parce que vous êtes quand même un maillon très important dans la chaîne du développement de cette industrie pharmaceutique. Si aujourd'hui, on veut réellement une industrie pharmaceutique forte, l'agence doit avoir tous les moyens pour travailler. Parfaitement, oui, j'adhère parfaitement à ce point de vue. Bien sûr, il y a toujours des moyens, mais il faut toujours parfaire les moyens. Il faut évoluer dans l'exercice pour raccourcir de plus en plus les délais, pour parfaire l'activité, plus de formation pour les experts, bien sûr. Oui. Tout cela, oui. On est maintenant en train de passer des conventions avec des partenaires étrangers. On est déjà avec la Fédération du Russie. Concernant les BPF, il y a de bons axes de coopération qu'on va lancer. Et on va y aller jusqu'à la reconnaissance mutuelle de l'enregistrement, de l'inspection de beaucoup de choses, des substances de référence. Et on a lancé d'autres axes, d'autres coopérations, je vais dire, avec d'autres pays. Et là, c'est vrai, oui, il faut encore étendre les moyens, il faut encore équiper davantage les services de l'agence. C'est clair qu'on doit être dans une stratégie d'évolution et de développement. Si vous permettez, professeur Mansouri, j'aimerais qu'on revienne sur le vaccin également, parce que c'est l'actualité, on n'y échappe pas. Alors, le vaccin ne sera pas mis immédiatement sur le marché. Il a bénéficié d'un enregistrement accéléré. Aujourd'hui, il est à la phase de la mise en stabilité. Qu'est-ce que cela signifie quand on dit mise en stabilité? Oui, alors dans la vie de tout médicament, c'est
C'est la procédure, je vais dire, classique et normale. Le vaccin Sinovac a bénéficié d'une autorisation de temporaire d'utilisation dans le cadre de l'importation. C'est comme ça qu'on a eu son dossier, que l'on connaît. Donc on connaît son efficacité qui est efficace, sa sécurité. C'est un vaccin sûr, c'est un peu comme tous les autres vaccins. Et puis il est accessible beaucoup plus. Maintenant, le passage à la production nationale, c'est une décision stratégique et de souveraineté beaucoup plus. Parce que maintenant, on a le produit chez nous et on en dispose comme on voudra pour assurer la vaccination ou de ce qui reste de la vaccination. Et pourquoi pas penser à l'export. Dans le cadre donc, de sa mise sur le marché, il est clair qu'il doit être enregistré. Donc il faut encore que Saïdal reprenne le dossier et le présente elle-même, ce qui devient un produit de Saïdal. Puis il faut qu'il y ait des... Il n'a pas encore été enregistré ? Non, pas encore, parce que les lots de validation ne sont pas encore terminés. D'accord. Ils ont commencé la production le mercredi passé. Donc on attend la production des 3 lots de validation. Une fois ils sont produits, les médicaments, enfin les produits avec les dossiers seront déposés à notre niveau. Ils bénéficieront clairement d'une procédure accélérée d'enregistrement, puisque nous-mêmes nous avons accompagné le contrôle, puisque le dossier on le connaît déjà et on l'a. Il reste à mettre en conformité le dossier de Saïdal à l'enregistrement. Concernant la stabilité, tout produit pharmaceutique aussi doit faire l'exercice de la stabilité, subir plutôt l'exercice de la stabilité avant de passer au marché, parce qu'il faut qu'on soit rassuré de sa durée de conservation. Et là, donc, c'est un protocole à la fois classique et particulier, puisque dans le cas de la gestion de la Covid, les vaccins de la Covid ont bénéficié d'un protocole accéléré de l'étude. Des mesures particulières, en fait. Oui, tout à fait. Et sur la base de l'évaluation des risques, sur la base des données de stabilité du partenaire Sinovac, donc on est sûr que ce produit-là est stable dans les conditions recommandées, et c'est pour cela que les délais de l'étude seront raccourcis, mais avec les mêmes points de contrôle qui seront faits. Est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui, justement, puisque vous me tendez la perche, cette émission est aussi l'occasion peut-être d'appeler les gens à se faire vacciner, à rassurer par rapport à la qualité de ce produit. Aujourd'hui, on a tous les éléments qui prouvent que ce vaccin est un bon produit. Oui, tout à fait, heureusement. Il est dans nos missions, nous, de vérifier ces points-là, et tout produit qui est mis sur le marché, maintenant je l'affirme encore une fois, ne peut être en décalage par rapport au standard, par rapport à la conformité. C'est clair, c'est un produit qui a été vérifié, contrôlé, analysé, il est conforme aux standards internationaux. Il ne peut pas être mis sur le marché s'il y avait une non-conformité. Non. De ce fait, donc, ce produit-là, il est sûr, il est efficace aussi. C'est pour cela qu'il est temps maintenant d'accélérer la cadence de la vaccination si on veut anticiper un peu, je vais dire, la maîtrise de la pandémie et peut-être éviter s'il y aura une autre vague. Alors, quand on parle aussi de la qualité ou de l'efficacité de ce produit, l'innocuité de ce produit, on a tendance aussi à penser peut-être aux essais cliniques. Il y a un vide juridique, j'ai envie de dire, chez nous par rapport à ce point précis, parce que quand on voit par exemple que ce produit a été déjà produit par la Turquie, je parle du vaccin, où on a pu réaliser des essais cliniques qui ont montré dans l'ensemble que 87% des essais sont bons. Pourquoi aujourd'hui chez nous on est dans l'incapacité de faire ce genre de travail? Pourquoi on ne peut pas faire des essais cliniques? En tous les cas, les essais cliniques se faisaient déjà chez nous. Maintenant, avec les nouveaux textes, oui, c'est vrai qu'il y a un décret qui est en discussion au niveau du secrétaire général du gouvernement. Et je pense il est déjà en pleine étude, il sera publié de sitôt. Les essais cliniques, maintenant, il y a une nouveauté par rapport à l'échelle internationale, par rapport à ces essais cliniques, ce qu'on appelle, nous, les essais de vie réelle. Donc, les essais cliniques de développement classiques qui sont exigés sont là. Le vaccin Coronavac a subi ces essais au niveau du partenaire. Ils sont probants, il a l'efficacité requise, il a l'innocuité, il a tout. Donc la phase 3 est toujours en cours comme pour tous les autres vaccins. Chez nous,
Quand je parle des essais cliniques, dans le cas échéant, peut-être on a tendance à parler du Coronavac parce que c'est le sujet du jour, mais d'une manière générale, les essais cliniques ne sont pas autorisés chez nous. Il y a eu par exemple, je vous donne l'exemple, il y a eu un opérateur qui a voulu essayer par exemple 2 antiviraux pour le traitement de la Covid et qui était dans l'impossibilité de faire ce travail parce que justement, il n'y a pas l'autorisation de faire des essais cliniques. C'est regrettable. C'est pour ça que je vous pose cette question en même temps aussi. Les autorisations des essais cliniques existent. Oui. Il y en a qui ont eu des autorisations, c'est clair. Mais c'est assujetti à une démarche scientifique et rationnelle et plus éthique. Donc si le dossier de la demande n'est pas conforme à ces critères, il est clair qu'il ne peut pas obtenir l'autorisation. C'est pour ça que ces points-là, il faudrait qu'on les discute de manière transparente et claire. Il faudrait qu'on soit à la hauteur de ces essais cliniques et avoir des dossiers conformes, tout simplement. Maintenant, donc, dans le cas échéant, par exemple, ce n'était pas conforme? Heureusement, s'il y avait une conformité, il aurait eu l'autorisation, comme les autres. Ce qui fait, maintenant, je parlais du décret qui doit être publié pour encore asseoir une réglementation peut-être un peu mise à jour et actualisée pour les essais cliniques, mais les textes d'avant existent déjà. La direction des essais cliniques au ministère de l'Industrie pharmaceutique, elle existe, elle est en activité, elle a donné des autorisations. Donc c'est vrai qu'elle a reçu des demandes. Maintenant on assiste à des demandes qui viennent de partout. Oui, c'est bien de faire de la recherche clinique, du développement, de l'innovation, c'est très bien même. Seulement, il faudrait qu'on soit à même, en conformité avec ce qui est exigé. On ne peut pas, on est responsable de la sécurité des volontaires, c'est clair. Un protocole doit être bien étudié, sinon il ne passera pas. Et l'agence participe à l'évaluation de ces protocoles, justement. Oui. Alors, il ne faut pas qu'on se perde un peu du sujet du jour. Aujourd'hui, on est sur, on en a déjà dit un mot, on est sur du fill and finish, c'est-à-dire du conditionnement de ce produit, pour revenir un peu au Coronavac. Dans quelle mesure peut-on parler de transfert de technologie lorsqu'on parle du fill and finish, puisque vous disiez tout à l'heure que l'Algérie a déjà fait du stérile, stérile injectable. Dans quelle mesure peut-on parler vraiment de transfert de technologie? Alors, la particularité, c'est que ça devient un vaccin qui contient un virus atténué, qui est inactivé quelque part, mais il va falloir vérifier d'abord qu'il est inactivé, parce que sinon, on aurait infecté aussi tout le monde. Ça, c'est déjà la première précaution et les premières conditions qui consistent à mettre en place une technologie, des équipements nécessaires de vérification pour dire que réellement on a une matière première inactivée. Deux, c'est une production en continu stérilisée. Les produits classiques, c'est qu'on a le produit, à la fin, on passe par une étape de stérilisation, peut être chimique, peut être physique, et puis on a notre produit qui est stérilisé. Celui-là, non. Si on l'expose à ce procédé, on peut détruire le virus lui-même. Donc c'est une protéine. Ce qui fait toute la chaîne de la production, elle est stérile. Et là, c'est une technologie nouvelle aussi. Et ce sont les 2 points essentiels. Après, tout le nettoyage, toute la stérilité, toute la qualification des équipements qui sont impliqués dans le process, il est clair qu'il va falloir les actualiser, les qualifier avant de lancer le bulk dedans. Mais plusieurs disent que c'est quoi? C'est une mise en flacon. Oui. Elle n'est pas aussi simple que ça. Non. Aujourd'hui, même les fioles sont importées. Bien sûr. Oui. Les flacons sont importés. C'est une qualité de verre dédiée. Le bouchon lui-même subit aussi des vérifications. C'est un matériau particulier dédié à cela. Et tout cela est vérifié, est étudié avant. Oui. C'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on l'imagine. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on a discuté au départ que la biosynthèse et le démarrage de la culture cellulaire, oui, ça nécessite encore d'autres équipements, ça nécessite d'autres compétences et ça nécessite peut-être un peu plus de temps pour la mettre en place
et démarrer carrément un full process pour le vaccin. Alors, vous disiez tout à l'heure que, en gros, l'événement, c'est que l'Algérie finalement a mis le pied dans la fabrication des vaccins, ce qui est quand même un événement en lui-même. Mais aujourd'hui, pour aller peut-être plus vite, pour être dans l'offensive, pour être compétitif, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il faudra associer aussi le privé dans, par exemple, non seulement la fabrication des vaccins pour aller plus vite, mais aussi dans la distribution de ce vaccin? Est-ce qu'on pense réellement à faire des partenariats avec l'opérateur privé qui est très présent au niveau national et qui couvre plus de 65% des besoins nationaux? Oui, tout à fait. Donc ça, c'était une demande des opérateurs privés qui souhaiteraient donc justement s'intéresser à ce type d'activité. Mais nos textes et qui sont en mesure de le faire aussi. Oui, il y en a. Il y en a ceux qui sont en mesure. Sauf que nos textes actuellement ne le permettent pas, ce type d'activité réservé aux institutions Il y a une publiques. réflexion pour que cela change, justement. Il était prévu que ça Oui, change. je pense qu'il y a eu une réflexion au niveau des textes de la santé et je ne sais pas Le à décret quel devait niveau ils y sortir, en sont fait. et à quel niveau, franchement, parce que c'est un texte qui relève plus de la santé que de... Donc là, on n'a pas une vision claire en matière de délai ni de temps. Quand est-ce que ça pourrait se faire? Mais je pense que ce n'est pas à exclure, hein. Oui, mais c'est important d'associer les privés dans le développement de ce secteur. Enfin, je parle des vaccins particulièrement, parce que quand on voit aujourd'hui les plus gros laboratoires qui ont réussi à produire des vaccins anti-Covid sont des laboratoires privés aujourd'hui. Oui, parce Oui. que là, il y a aussi on va dire, la structuration de l'industrie pharmaceutique entre nous et ce qui se passe à l'étranger n'est pas la même. On n'a pas peut-être les mêmes visions, on n'a pas les mêmes, les mêmes visions, les mêmes objectifs peut-être. Ce qui fait que sur ce point-là, précisément, la réflexion elle est là, les textes sont là, je pense qu'ils sont appelés à évoluer pour impliquer les opérateurs privés, pourquoi pas, pour plus de rendement, plus d'efficacité Oui. dans ce domaine des vaccins, beaucoup plus. Oui, de toute façon, en tout cas, pour développer le secteur, il faudra surpasser la dichotomie qui existe entre justement le public et le privé. Il faut penser algérien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps de cette émission. J'aimerais qu'on termine sur un point très important également qui n'a rien à voir avec le vaccin, qui est en l'occurrence la facture du médicament. Aujourd'hui, on veut à tout prix réduire la facture du médicament. On y est arrivé, on est arrivé déjà à réduire la moitié en 4 ans de cette facture faramineuse. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part cela a pénalisé un peu l'Algérien ou le patient, puisqu'aujourd'hui il y a une véritable crise, il y a des ruptures, des produits sous tension. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout. La réduction de la facture n'étant pas liée C'est-à-dire on a réduit ces pénuries. l'importation et on a du mal finalement à couvrir les besoins nationaux. Non, l'importation, elle a obéi à des programmes d'importation et des avenants qui sont très dynamiques. On peut les délivrer à tout moment, il n'y a aucun souci pour cela. Avec une gestion des stocks qui s'étale sur 6 mois, sur une année, pas plus. On a une visibilité sur les produits sous tension aujourd'hui? Oui, heureusement, il y a un observatoire du médicament que le ministère de l'Industrie pharmaceutique abrite avec tous les intervenants, les pharmaciens, les médecins, les gestionnaires de ce type-là. On a une direction de la veille stratégique qui ne fait que ça. Ils ont donc les data, ils ont les données sur la disponibilité de manière hebdomadaire et on les a. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'il y a beaucoup de produits sous tension? Vous allez m'expliquer en partie ça peut s'expliquer en partie par la pandémie, mais il y a beaucoup de produits quand même qui manquent, ou du moins qui sont sous tension. Il faut faire aujourd'hui plusieurs pharmacies pour trouver un médicament, et c'est le cas à Alger. Donc, pour aller, par exemple, pour prendre l'exemple des villes de l'intérieur du pays, ça doit être plus compliqué. Oui, les produits sous tension existent. Ils existaient déjà avant. Ils étaient peut-être plus en pénurie que maintenant. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a des fois un fournisseur étranger qui arrête de produire. On a vécu ça. Et puis, le temps de retrouver un autre, ça met du temps et tout de suite, nos stocks sont touchés. Il y a parfois des produits qui sont distribués de manière hétérogène, qui ne sont pas... qui ne sont pas, je veux dire, envoyés à tous les secteurs concernés, et ça c'est la distribution interne. Il y a aussi parfois des produits qui étaient dans l'appel d'offres de la PCH
et après, après une année d'exercice, 2 années d'exercice pour renouveler, et ça accuse un peu de retard. Donc il y a plusieurs facteurs pour la tension. Est-ce qu'on peut Faut les suivre. aspirer, justement, aujourd'hui on est en train d'asseoir toute une politique justement pour ce secteur qui a connu un bond extraordinaire en quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aspirer avec justement avec l'aide de la NPP que dans quelques temps nous ne verrons plus de produits sous tension, qu'on puisse couvrir réellement la demande nationale? En tous les cas, nous, au niveau de l'ANPP, il est clair, on est en contact permanent avec ces directions chargées de la gestion de la régulation du marché. Et dès qu'il y a un produit sous tension, il y a automatiquement un mécanisme activé de prioriser à l'enregistrement, de libérer au contrôle systématique et de répondre, de réagir à cette pénurie par une accélération des différentes procédures. Cette activité, maintenant, elle est devenue huilée avec la direction de la veille stratégique et la régulation aussi. L'autre point, c'est que on étudie aussi sur l'ensemble des produits qu'on a à l'enregistrement, d'essayer de trouver toujours des alternatives soit dans le cas pour la même molécule, avec des fabricants différents, pour essayer de enregistrer plusieurs fabricants. Comme ça, on ne tombe pas dans la rupture ou la tension. De discuter avec les experts cliniciens auprès de l'agence et de trouver des alternatives thérapeutiques, même changer des molécules. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il reste une phase importante qui n'a pas été faite depuis longtemps, c'est arriver à des protocoles et des consensus thérapeutiques nationaux. Il y a des protocoles qui ont été entamés auprès du ministère de la Santé. Il faudrait qu'on y arrive à ce stade-là. Et comme ça, on aura une cartographie de produits pharmaceutiques par pathologie, des produits essentiels. D'ailleurs, le décret des médicaments essentiels a été lancé. Et comme ça, on aura une gamme de produits qui sera réduite parce qu'ils deviennent essentiels et la pénurie et la tension sera mieux gérée que maintenant. Oui, on arrive à la fin de cette émission. Hein. J'espère en tout cas que cette crise soit mieux gérée. Hein. On termine sur ça. Merci beaucoup, professeur Monsouri, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Lundi plutôt, on me corrige dans l'oreillette. On se retrouvera lundi. L'émission sera désormais les lundis et les vendredis. À très bientôt. Au revoir.